Le président de la République reçoit du président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime le bouclier de l'Académie. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, préside la réunion sur le dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne. Le Palais des Congrès abrite une table ronde avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les financements du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui du président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, M. Ismaël Abdelkahar, le bouclier de l'Académie. Au niveau de la primature, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, a présidé ce matin une réunion sur le dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne. La réunion s'inscrit dans le sillage des rencontres périodiques tenues dans le cadre de l'accord de Cotonou qui régit les relations entre l'Union européenne et les pays du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette rencontre a porté sur les priorités politiques clés de notre pays pour l'année 2022 ainsi que le programme prioritaire élargi du président de la République. Elle a permis en outre de passer en revue les sujets d'intérêt commun, particulièrement la migration, les droits humains, la situation sécuritaire régionale, la pêche, les investissements privés européens et le changement climatique. Un point détaillé a été également fait sur les appuis de l'Union européenne pour la période 2021-2027. L'actualité parlementaire marquée ce lundi par l'adoption en plénière du projet de loi relatif à la protection pénale de l'enfant. Dans son intervention devant les députés, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Abdallah El Bouaye, a affirmé que les statistiques montrent que le nombre de condamnations en récidive a augmenté, notamment pour les auteurs de crimes et délits violents. Compte rendu d'Abdul Adamaba. Cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, l'examen du projet de loi numéro 015-2005 du 5 décembre 2005 relative à la protection pénale des enfants. Les parlementaires qui ont pris la parole ont précisé que le durcissement des peines devrait être le dernier recours, ce qui, souligne-t-il, devrait être étudié suite à la prise de certaines mesures dont la réhabilitation de l'instruction islamique dans le système éducatif. Ils ont aussi fait part dans ce cadre de la nécessité d'améliorer les performances du système éducatif dont l'enseignement fondamental au vu du rôle qu'il joue pour préparer l'enfant. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ibn Bouaye, a souligné que selon des informations disponibles, le nombre de condamnations pour des récidivistes a augmenté, particulièrement pour des crimes et délits violents. Il a par ailleurs révélé que ces incidents connus par des criminels de retour de prison révèlent que la première condamnation n'était pas suffisante pour empêcher les auteurs de récidiver. Afin, conclut-il, de mettre un terme à cette situation, les pouvoirs publics ont décidé de s'engager dans une direction qui reflète la volonté politique d'une justice plus stricte. Les parlementaires ont enfin adopté ce projet de loi. Direction à la ville de Rosso, dans laquelle le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoul Sidul Amar Talib, a supervisé ce matin l'ouverture du bureau du conseil scientifique de l'association des oulémas de Mauritanie dans la wilaya du Trarza. Le ministre a suivi un exposé détaillé sur le nouveau siège présenté par ses responsables. Il a ensuite visité la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement original du Trarza et écouté une présentation détaillée de son directeur. Retour à Nouakchott où nous allons nous rendre directement au Palais des Congrès
qui a abrité ce matin une table ronde organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs avec les partenaires du Fonds saoudien, du Fonds koweïtien, du Fonds d'Abu Dhabi, du FADES, du Fonds de l'OPEC et de la Banque islamique BID. Objectif, mobiliser les fonds nécessaires pour le financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Bokar Bailaba a suivi cette réunion. Voici son récit. La problématique de l'eau se pose avec acuité à Kifa. Autrement dit, la ville connaît d'importants problèmes d'alimentation en eau potable liés à l'insuffisance des ressources en eau souterraine. Ce problème sera bientôt résolu à la faveur de la mise en œuvre d'un projet d'alimentation en eau potable à partir du fleuve Sénégal. Le projet financé par plusieurs partenaires cible aussi plusieurs localités situées le long de la future conduite d'adduction du nouveau pôle de production. Coût estimé du projet, 300 millions de dollars. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est dédiée à la mobilisation des financements pour un projet structurant d'un intérêt socio-économique majeur pour notre pays, à savoir l'alimentation en eau potable d'un ensemble de localités situées entre la ville de Gouraï, au Guidemaka, et celle de Kifa, dans la Saba. Il s'agira, à partir des eaux du fleuve Sénégal, d'apporter une réponse définitive à cette question vitale qui est l'approvisionnement en eau des centaines de milliers de personnes et d'animaux vivants dans l'incertitude du lendemain. C'est l'occasion de remercier nos partenaires de l'OMVS pour la décision prise par sa commission permanente des eaux en faveur de la mise en œuvre du projet. En effet, tout au long de l'axe Gouraï-Kifa, la quasi-totalité des systèmes d'adduction d'eau potable sont défaillants. Quantité et qualité de l'eau, état et coût d'exploitation des équipements. Après Nouakchott, la capitale, dont les besoins en eau potable sont satisfaits grâce au projet d'Artur et Sahidi, le projet qui nous réunit aujourd'hui s'adresse à une deuxième concentration nationale qui vit un stress hydrique permanent. Ce sera notre façon de répondre au 6e objectif de développement durable des Nations Unies. Ce sera notre façon de mettre en place le cadre indispensable au développement des localités et des populations traversées, par la sédentarisation qui s'en suivra et par tous les services de base qu'il sera enfin possible de leur apporter. La réalisation de ce projet s'inscrit dans une dynamique qui n'a de cesse de s'affirmer ces 2 dernières années. Il s'agit de la mise en place d'infrastructures de soutien à la croissance et à l'amélioration de l'accès de tous les citoyens mauritaniens aux services sociaux de base, conformément au programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. À son tour, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed El Hassan El Boukhaïs, a déclaré que l'étude de toutes les possibilités a confirmé que la seule solution à la continuité de l'approvisionnement en eau potable de la population réside dans la mise en place de cet important projet structurant. Il a précisé que le projet représente un bond qualitatif dans la vie économique de l'ensemble des zones concernées. Il a en outre remercié l'ensemble des partenaires pour leur appui constant dans la réalisation de ce projet. De leur côté, les représentants des partenaires financiers, en l'occurrence le Fonds saoudien pour le développement, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, le Fonds OPEC, la Banque islamique de développement, le FADES et le Fonds koweïtien, tous ont exprimé leur disponibilité à soutenir la Mauritanie et renforcer le niveau de coopération entre eux et notre pays. Ils ont en outre souligné l'importance du projet. A noter que le projet d'alimentation en eau potable de Kifa devra garantir jusqu'en 2050 la couverture des besoins de 92 localités avec une population estimée à 550 000 habitants à l'horizon 2035. La réalisation du projet devra à terme créer 1 millier d'emplois permanents et 3 000 emplois occasionnels. Notre pays continue de recevoir des lots de vaccins anti-Covid-19. Hier, le ministre de la Santé, M. Sidoul Zahav, a réceptionné à l'aéroport international de Moutounsi de Nouakchott un nouveau lot de vaccins Johnson & Johnson par les États-Unis d'Amérique. Ce lot s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement visant à éliminer la pandémie et à en sortir avec le moins de pertes possibles. Aminata Khan. Réception d'un nouveau lot de vaccins Johnson & Johnson.
Un don qui s'inscrit dans le cadre du soutien des États-Unis aux efforts du gouvernement mauritanien visant à éliminer la pandémie de la COVID-19. Il s'agira de vacciner le plus grand nombre de citoyens possible pour atteindre les objectifs fixés, à savoir le seuil de 2,6 millions de personnes vaccinées. L'occasion pour le ministre de la Santé, Sidi Mohamed Ould Zahab, de préciser que ce don concrétise la volonté des États-Unis d'aider notre pays à sortir victorieuse de la pandémie de la COVID-19, car sans la conjugaison des efforts de la communauté internationale, la Mauritanie ne s'en sortirait point. La réception aujourd'hui de cette quantité de vaccins COVID-19 de la part des États-Unis avec l'appui technique de l'OMS et l'UNICEF représente, selon le ministre, le meilleur exemple de solidarité internationale. Le ministre a enfin remercié le gouvernement américain pour cette initiative, louant le rôle de l'Organisation mondiale de la santé et leur soutien continu pour l'obtention des vaccins en vue de faire face à la pandémie. Lui succédant, l'ambassadrice des États-Unis dans notre pays a situé le cadre de la rencontre. La COVID-19 n'est pas seulement une crise de santé, c'est aussi une crise économique, humanitaire, de développement et de sécurité. Tous les partenaires ont un rôle vital à jouer. La pandémie affecte chaque pays à travers le monde et chaque citoyen. Mettre fin à cette pandémie, prévenir et se préparer pour les menaces globales futures requiert la mise à contribution de tous les pays et un engagement collectif à travailler ensemble. Il est à noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la santé, du conseiller média du ministère et des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Et à propos de la pandémie du coronavirus et du fonds qui lui est alloué, le sujet a été examiné aujourd'hui au cours de la réunion du comité chargé du suivi du Fonds de solidarité sociale de lutte contre le virus corona. Le comité, présidé par son vice-président, M. Mohamed Yahya Al-Harma, a discuté du rapport portant sur le bilan de la gestion du fonds durant les 2 derniers mois. Ce rapport fait ressortir les termes de dépenses ainsi que les bénéficiaires dès leur adresse, de même que la liste des sociétés ayant gagné les contrats. Le rapport établit par ailleurs le bilan des résultats des campagnes de vaccination contre le Covid-19 sur le territoire national et la nature des vaccins réceptionnés, leur quantité et l'état du stock. S'agissant de la pandémie proprement dite, elle demeure présente dans le tissu social. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a dénombré 55 nouvelles contaminations au Covid-19 et 65 guérisons, sans faire mention de décès. Et comme à l'accoutumée, nous allons suivre l'évolution de la pandémie durant la semaine écoulée, telle que observée par le ministère de la Santé à travers son point de presse hebdomadaire. 3 cas contacts. Aussi, durant la dernière semaine, nous avons enregistré 364 nouvelles guérisons et malheureusement 6 décès. Nasrullah al-Ali al-Qadir, al-Rahma wal-Ghufran lil-Mutawaffin. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 38 188. Le cumul de guérison est de 36 636 et le cumul de décès est de 807. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 745 cas actifs, dont 720 asymptomatiques, 11 avec des symptômes simples et 14 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas enregistrés durant la dernière semaine par région, la région d'Assaba a enregistré la semaine passée 123 nouveaux cas. حوض الغربي 91 nouveaux cas, 83 à حوض الشرقي, 33 à داخلة نواديبو, 20 à Tirzamour, 15 à Nouakchott Nord, 13 à Trarza, 12 à Inchiri, 10 à Nouakchott Sud, 10 aussi à Nadrar, 6 à داخلة نواديبو, 4 au Gorgol, 2 au Gdimaqa et 0 cas ont été enregistrés dans la région du Barakna. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 10 799, dont 8 223 tests rapides et 2 576 PCR. Pour la situation de la vaccination, durant la dernière semaine, 18 621
ont reçu la première dose et 6 449 ont terminé leur schéma vaccinal, ce qui porte le total des personnes ayant reçu au moins une dose à 1 039 002 personnes. Et le total des personnes qui ont complété leur vaccination à 666 011. Nous refermons ce volet santé par les travaux d'un atelier tenu ce matin à Nouakchott destiné à la validation du guide national sur l'utilisation efficiente des banques de sang. L'atelier vise à édifier les participants sur les orientations nationales relatives aux prestations liées à la transfusion sanguine. Compte rendu de Mohamed Khattad. Plus de 40 spécialistes représentant les structures en charge des opérations de transfusion sanguine prennent part à cet atelier de validation des directives nationales pour l'utilisation rationnelle des produits sanguins organisé par le Centre national de transfusion sanguine avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des ateliers importants, a insisté le docteur Baba Ould Mohamed Sakir, spécialiste des maladies rénales au centre hospitalier régional de Nouadhibou, qui discute des sujets sensibles comme la transfusion sanguine que nécessitent les opérations chirurgicales pour les grands accidentés et autres. Cet atelier est d'une importance capitale, poursuit Dr Sidati Ould Ahmar Joude, spécialiste dans la chirurgie générale, qui explique qu'il permettra de valider ce guide national et sera une valeur ajoutée pour les structures sanitaires dans le pays, en ce sens qu'il aidera à disponibiliser les quantités suffisantes de sang et ses produits afin de prendre en charge les malades et augmenter leur espérance de vie virtuelle. Il est vrai que l'atelier permettra d'améliorer les pratiques transfusionnelles et l'utilisation appropriée des produits sanguins et les alternatives simples à la transfusion, surtout que le pays a enregistré ces dernières années d'importants résultats en matière de disponibilité de produits sanguins, comme l'a affirmé la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba Yahya. Du fait de l'augmentation permanente des besoins du pays, le système de transfusion sanguine doit être renforcé davantage pour permettre d'atteindre l'autosuffisance en sang et produits sanguins. Dans ce contexte, il est important de mettre en place un cadre approprié avec les exigences nécessaires aux bonnes pratiques transfusionnelles afin que les produits sanguins disponibles soient utilisés à bon escient. Mesdames et messieurs, il est important de souligner l'importance d'avoir des produits sanguins disponibles sur l'étendue du territoire national pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile due à l'anémie et aux hémorragies. La résolution de ces problèmes de santé majeurs et prioritaires passe aussi par le renforcement du système transfusionnel qui est une préoccupation du ministère de la Santé. Pour Mme Khadija Touba, directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, le développement du centre est un élément incontournable de notre système de santé. Les risques inhérents à toute transfusion sanguine imposent une utilisation de produits sanguins sûrs et l'acte doit être réservé exclusivement aux situations où cela est jugé indispensable. C'est dans le but de corriger cette insuffisance que le CNTS a entrepris l'élaboration d'un document de directive nationale pour l'utilisation des produits sanguins labiles, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Ce document définit les exigences des services cliniques et des services de transfusion sanguine concernant l'utilisation appropriée des produits sanguins labiles et aussi les alternatives simples à la transfusion. Au cours de cet atelier qui va durer 3 jours, les participants suivront des présentations et des exposés sur ce document de référence des directives nationales pour l'utilisation rationnelle des produits sanguins.
Les dockers opérant au port autonome de Nouakchott ont mis terme à leur mouvement de grève suite à un accord conclu ce matin dans les locaux du ministère de la fonction publique et du travail avec la Fédération de commerce. L'accord accorde aux dockers une augmentation du prix à la tonne des produits transportés en plus de la résolution d'un certain nombre de problèmes posés aux dockers. Abdul Adamaba permet une hausse de 30 nouvelles ouguiya du prix du déchargement d'une tonne de marchandises. Le montant qui était précédemment de 80 nouvelles ouguiya est dorénavant 110. Cet accord a été signé entre la Fédération des commerçants et le représentant des dockers. Cette convention a été signée à l'issue d'une rencontre au siège de l'Union des commerçants. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Talib Sid Ahmed, a apprécié la grandeur, l'esprit civique et patriotique des différentes parties engagées dans ces discussions, ce qui, dit-il, a favorisé l'atteinte de cet accord. Il espère un nouveau contrat social entre les acteurs avec cette convention qui a été signée entre les différentes parties engagées. Il a enfin souligné que les problèmes ne manqueront pas, mais il est du reste important de se réunir autour de l'essentiel dans ce cadre. Le président de la Fédération des commerçants espère que cet accord puisse constituer un nouveau point de départ. Il a aussi déclaré que c'est la première fois que la Fédération des commerçants et ses partenaires s'assoient autour d'une table pour discuter et tomber d'accord sur certains aspects. Il a enfin remercié les différents acteurs pour cet esprit de dépassement. Début ce matin à Nouakchott, une session de formation au profit des jeunes des pays du G5 Sahel organisée par le ministère de l'Agriculture. La formation vise à renforcer les capacités des participants face aux défis ainsi qu'à créer des opportunités d'emploi. Au retour à Mohamed Khattab. Il s'agit d'un atelier de formation organisé par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO et l'ONG Procassir dans le but de renforcer la résilience de la région du Sahel par la création d'emplois pour les jeunes, partager les connaissances et répliquer les innovations dans un cadre de coopération sud-sud. L'atelier regroupe des participants venus de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. Dans un discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Momo Bobati, a indiqué que la route d'apprentissage régional s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités supervisées par le ministère, ciblant les jeunes pour renforcer leur rôle dans la construction d'un développement agricole durable, basé sur des connaissances scientifiques qui accompagnent le développement mondial, intégrant les technologies modernes en veillant à la qualité et l'utilisation optimale des ressources. D'où, dit-il, notre souci d'accompagner les jeunes étant la force vive de la société et dotés de capacités et de connaissances importantes pour perfectionner le secteur agricole. Le choix de notre pays, a dit Bouibati, comme exemple pour abriter et gérer cette route d'apprentissage dénote de la reconnaissance des efforts du gouvernement, de l'importance qu'il accorde à la jeunesse, et notamment la jeunesse rurale, et une valorisation des capacités de nos jeunes, ce qui renforce notre volonté et nos efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des sociétés agricoles pionnières et durables. De son côté, le représentant de la FAO, M. Moussa Mohamed Mouloud, a indiqué que la route d'apprentissage régional est un outil de capitalisation des connaissances et des meilleures pratiques pour le renforcement des capacités des acteurs développées par l'ONG Procassir. Tout au long de cette route, vous aurez l'occasion d'apprendre des expériences hautes, mais aussi des uns et des autres. Afin d'optimiser l'impact sur les populations en tant que participants, vous aurez la chance de mettre à l'échelle les innovations analysées pendant la route dans vos propres contextes. Nous restons convaincus que grâce à la route et à vos échanges d'expériences, vos capacités seront renforcées autour de la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes ruraux dans la région du G5 Sahel. Les participants à cet atelier, autant virtuels que présents physiquement dans la salle, ont suivi des exposés sur le sujet présentés par des experts et discuté de leurs initiatives dans le secteur agricole, sachant que l'un des objectifs de cet atelier est de définir les besoins spécifiques et les aspirations des jeunes en les accompagnant pour la création d'opportunités innovantes afin qu'ils deviennent des acteurs principaux dans leur société. Nous allons à présent nous rendre dans la wilaya du Houda Sharqi et précisément dans la localité d'Hachememim dont le chef d'état-major de la garde nationale a réceptionné de manière provisoire
le centre d'entraînement et de formation des méharistes. La création de cette structure entre dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Bokar Bailaba. Le groupement nomade relève de la garde nationale. Autrefois, ses missions principales consistaient à accentuer le prolongement des services de base de l'État en direction des populations dans des zones enclavées. Ces missions assignées aux unités nomades ont évolué dans le temps. Ces dernières années, le développement de la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne et les nombreux défis posés aux États ont amené chacun d'eux à adopter ses ripostes propres. Et c'est le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Mohamed Cheikh Mohamed Lemine El-Lemine, qui a présidé la cérémonie d'inauguration de ces installations implantées à Chmine, au Hôtel Charqi. Il s'agit d'un centre comprenant d'un logement pour le commandant, des bureaux administratifs, des salles de formation et autres commodités. Ainsi, le groupement nomade va permettre le renforcement de l'opérabilité des unités de Méharis et le partenariat sécuritaire entre la Mauritanie et l'Union européenne. La réception provisoire de ce centre méhariste d'Achimim constitue pour la garde nationale et pour notre pays un événement d'importance capitale. Et au-delà de notre pays, pour toute la sous-région, qui, comme nous, aspire à développer ses capacités sécuritaires face aux nouveaux défis. Cette œuvre grandiose s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de l'Union européenne au terme de la convention MR-FED 24511 qui est entrée en vigueur en 2014 et dont la garde nationale représente le maître d'ouvrage délégué. Il s'agit en effet d'une nouvelle approche qui fait du développement des populations une priorité en vue de rapprocher davantage les institutions étatiques et les mettre à l'abri contre toute forme de radicalisation née souvent de la précarité des populations et de leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le projet d'appui à la sécurité et au développement, en plus du soutien à la sécurité, je veux dire la montée en puissance du groupement nomade, l'amélioration des infrastructures pédagogiques à l'école de la garde, comme ici, a exécuté une dizaine de forages entre Mbekt Lahwash, Hod Charqi et Touéginit au Tagan, permettant ainsi aux populations nécessiteuses de disposer de l'eau en quantité suffisante par des méthodes techniques épargnant l'usure des hommes et des bêtes. Le projet d'appui à la sécurité et au développement en Mauritanie financé par l'Union européenne donne une opportunité pour redimensionner les unités. C'est que vous avez vu les bâtiments qui sont autour de nous, c'est sorti de terre en quelques mois, globalement en 6 mois. Et donc vous avez devant vous je dirais la première phase du futur centre, du centre de formation méhariste qui deviendra régional par la force des choses. C'est une première phase, car il manque encore quelques petites ajouts comme une maison de passage, un amphithéâtre, etc. etc. C'est donc la première phase. Et je dirais que c'est prometteur. Car devant vous, vous avez la possibilité de loger en gros une centaine de méharistes avec des salles de cours, avec le logement du colonel commandant ou d'un lieutenant-colonel, enfin d'un officier commandant le centre. Vous avez le mess, la partie alimentation, vous avez le PC, la garde. Donc on va dire que l'essentiel est là. Évidemment, il y a une deuxième phase qui va arriver derrière avec tout ce qui manque. Il manque encore un certain nombre de choses. À son tour, le maire de la commune d'Achmine, Sidi Mohamed ou Sidi El-Mokhtar, a loué les efforts des pouvoirs publics pour accélérer le rythme du développement local dans la région, saluant le rôle de l'Union européenne dans la mise en œuvre de ce centre. Le chef d'état-major de la garde nationale, accompagné du wali du Hôtel Charqi, a été édifié sur le fonctionnement du groupement et les équipements adéquats. Le projet d'appui à la sécurité et du développement qui prend fin le 13 février 2022 a permis aux groupements nomades et aux populations des zones frontalières de développer des liens de confiance réciproques.
Le général Yacoub Amar Beyat est le chef du 3e bureau à l'état-major de la garde nationale. Il explique que le groupement nomade est le premier noyau de la naissance de l'armée mauritanienne et à cette époque, il s'acquittait de diverses tâches actuellement confiées aux différents secteurs de l'armée. Il a souligné que le renforcement des capacités du groupement nomade contribuera à lutter contre la criminalité transfrontalière, entre autres. En somme, le groupement nomade est une forme de prolongement des unités de la lutte contre le terrorisme et les trafics de tout ordre grâce aux dromadaires qui offrent la discrétion et l'efficacité dans l'instauration de la sécurité. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, remercie le gouvernement mauritanien pour les efforts consentis dans la lutte contre l'esclavage, efforts qui ont été salués par le dernier rapport américain sur la traite des êtres humains et qui l'ont également été par le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme dans son dernier discours. Ces efforts ont été également mis en relief par le rapporteur spécial contre l'esclavage qui se rendra prochainement en Mauritanie à l'invitation du gouvernement. Le rapport présenté par la Commission dimanche soir porte sur les allégations portant sur l'existence d'un cas d'esclavage dans la ville d'Ain Farba qui a été récemment publié sur les réseaux sociaux. Indiqué que le CNDH est convaincu que la loi sera strictement appliquée dans chaque cas, notant que cette conviction a été renforcée par le courageux circulaire envoyé par le ministre de la Justice au juge à l'issue de la table ronde sur l'esclavage en Mauritanie en juin dernier. Le président de la commission, M. Ahmed Salem Bouhabouini, a exprimé la satisfaction de la CNDH pour l'empressement avec lequel les autorités judiciaires ont répondu immédiatement dans cette affaire, soulignant que la commission engage les autorités judiciaires à continuer à lutter contre l'impunité dans le cadre de la mise en œuvre de la loi qui pénalise l'esclavage et réprime les pratiques esclavagistes. M. Ahmed Salem Bouhabouini a affirmé que la CNDH s'efforce de bloquer la voie aux ennemis de la lutte contre l'esclavage dans notre pays, qu'il s'agisse de ceux qui veulent fermer les yeux sur cette pratique ou de ceux qui veulent l'exploiter politiquement et commercialement. Nous revenons à Nouakchott pour parler de cet atelier sur la détection des matières radioactives et nucléaires au poste frontière organisé par l'autorité nationale de radioprotection et de sécurité et sûreté nucléaire en coopération avec l'autorité arabe de l'énergie atomique a été lancée lundi matin à Nouakchott. La rencontre de 4 jours vise à initier les participants aux avantages de l'énergie atomique au moyen de sa détection, à ses risques éventuels ainsi qu'à la prévention de son trafic et la sécurité y afférente. Retour à Aminata Khan. L'objectif de cette présente rencontre est de former les agents chargés de la sécurité aux frontières sur les dangers liés aux matières radioactives et nucléaires aux frontières. Cette formation de 5 jours est organisée par l'autorité de la radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire dans notre pays. L'occasion pour le président de l'autorité nationale de radioprotection, de sécurité et de sûreté nucléaire, M. Ishaq Ould Mohamed Moussa, d'indiquer que la sécurité des NRBC est une priorité pour les autorités publiques pour pouvoir assurer la sécurité des agents opérant dans ces secteurs, soulignant que malgré le degré limité des dangers des matières nucléaires aux frontières, qu'il est important d'en assurer la surveillance dans des conditions optimales. S'agissant de la formation, il a indiqué qu'elle vise l'inspection et le contrôle des produits NRBC sur les frontières nationales. Lui succédant, le superviseur de la formation, M. Mesbah Dao, de l'Agence arabe de l'énergie atomique, a déclaré que cette formation pratique permettra de sensibiliser et d'outiller les agents de la sécurité sur les dangers consécutifs aux substances NRBC pour l'identification des risques liés à leur utilisation. Il a également indiqué qu'au cours de cette formation de 5 jours, les agents seront dotés du nécessaire pour faire face à ce genre de situation. Il est à noter que notre pays a ratifié plusieurs conventions internationales de l'IAEA portant sur les matières dangereuses.
La ville d'Attar a abrité ce lundi les travaux d'un atelier régional d'échange sur le projet d'appui au système de défis sociaux organisé à l'initiative de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour au profit des Hakem et élus de l'Adrar et de l'Inchiri ont débuté lundi à Attar. L'atelier marque le démarrage effectif des activités du projet au niveau de l'Adrar. Retour à Abdullah Damaba. 2 jours durant, les participants à cet atelier comptent échanger sur le système des filets sociaux. Ils profitent aux Hakem et élus des wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri. Supervisés par les walis de l'Inchiri et de l'Adrar, au cours de ces rencontres, le wali de l'Adrar, Haddad Imbali Yatara, a précisé que ces rencontres consacrent ainsi le démarrage effectif des activités de ce projet au niveau de l'Adrar. Il constitue, dit-il, une concertation entre tous les acteurs sur les programmes et les résultats escomptés dans ce cadre. Le coordinateur régional du programme Takaful au niveau de l'agence Ta'azour, Moulay El Hossein Oul Zaidan, a souligné que la deuxième phase de ce projet a pour objectif de renforcer l'efficacité et la rentabilité des filets sociaux. Ce afin, dit-il, que tous les ménages cibles puissent bénéficier de ces allocations financières. Les participants ont suivi une présentation à propos du registre social, de la méthodologie utilisée dans le cadre du ciblage des objectifs de ce programme, entre autres. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit du président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime le bouclier de l'Académie. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud préside la réunion sur le dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne. Le Palais des Congrès abrite une table ronde avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les financements du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.